On a tous eu des enseignants qui ont cru en nous et qui ont peut-être suscité notre vocation. Certains sont devenus nos auteurs. Bienvenue dans le podcast Vocation Auteur, le podcast qui donne la parole à des enseignants qui ont choisi de transmettre leur pédagogie à travers nos manuels. Quel est leur parcours? Qu'est-ce qui les anime? Retrouvez chaque mois l'interview d'un auteur qui vous donnera peut-être l'envie d'en être un. Dans le cadre de la Semaine de la presse et des médias, je vous présente Nolwenn Tréondard. Nolwenn est maîtresse de conférences à l'Université de Lorraine, chercheuse au CREM, Centre de recherche sur les médiations, et formatrice à l'INSPE de Lorraine sur les questions de culture numérique et d'éducation aux médias et à l'information. Elle est l'auteure chez Hachette Éducation de Semiocity, un jeu de plateau collaboratif d'éducation aux médias pour les collégiens et les lycéens. Écoutons la chanson qu'elle a choisie pour introduire ce podcast. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. Bonjour Nolwenn. Bonjour Pascal. Alors tu as choisi une très belle chanson d'Anne Sylvestre, Les gens qui doutent. Peux-tu nous dire quelle est la raison de ce choix? Alors j'ai choisi cette chanson d'Anne Sylvestre, tout d'abord en hommage à la chanteuse, dont j'ai redécouvert les chansons à sa mort il y a quelques années. Et puis aussi pour les paroles de cette chanson qui, je trouve, rend hommage à toutes les personnes hésitantes, discrètes, qui mettent en cause leur certitude. Et dans un monde où je trouve qu'aujourd'hui c'est assez facile finalement de tomber dans les vérités toutes faites, surplombantes. Et puis aussi je trouve que ça correspond bien à mon métier de chercheuse. De chercheuse, oui. Alors il faut douter finalement pour exercer. Oui, c'est le principe même de la recherche. Voilà, être toujours en questionnement et éviter les évidences. Voilà. Alors, tu as exercé de nombreux métiers, tu as été éditrice, enseignante à l'université, puis chercheuse. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours et ce qui t'a mené aujourd'hui au métier d'enseignante-chercheuse? Alors, au départ, ma vocation, c'était pas du tout d'être enseignante-chercheuse. J'ai découvert, en fait, assez récemment ce métier. Au départ, moi, je voulais être éditrice. Alors, peut-être en hommage à mon grand-père, qui était collectionneur de livres, qui aimait beaucoup lire ses livres, qui avait donc une grande bibliothèque. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'exercer ce métier pendant plus d'une dizaine d'années aux éditions Bréal, qui était éditrice de manuels scolaires en sciences économiques et sociales, en philosophie, en histoire aussi beaucoup. D'accord, donc tu as travaillé avec des enseignants. Et donc j'ai travaillé, donc depuis toujours en fait, je travaille avec des enseignants. Exactement. Et j'aimais beaucoup ce travail avec les enseignants, aussi avec les graphistes, de réfléchir à la composition du livre, tout ce côté créatif, artisanal du livre, vraiment quelque chose que j'adorais. Et puis il y a maintenant tout de même une dizaine d'années, j'ai bifurqué. Voilà, je voulais faire une pause dans ma carrière. C'était en 2010, le moment où il y avait l'iPad. Oui, l'arrivée de l'iPad. Voilà, des premières liseuses, le développement d'Amazon, les réseaux sociaux qui étaient encore un petit peu balbutiants. Et je me suis demandé ce qu'allait devenir le monde du livre suite à tous ces changements. Et je me suis engagée dans un master qui s'appelait Enjeux sociétaux du numérique. Et j'ai fait un mémoire qui portait sur les livres numériques enrichis. Fil en aiguille, j'ai rencontré les bonnes personnes et j'en suis arrivée à faire une thèse, plusieurs années, et ensuite finalement à devenir enseignante chercheuse, donc maîtresse de conférences. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Alors, c'est un métier qui est très exigeant, qui est assez méconnu,
Oui, Finalement, c'est vrai. les gens ne savent pas toujours à quoi ça correspond. Je pense qu'on a beaucoup de temps pour nous, mais c'est un métier qui en fait a plusieurs dimensions. Donc il y en a une qui est quand même au cœur du métier, c'est la dimension recherche. Là, c'est vraiment le travail au temps long. Il faut avoir le goût de l'écriture, le goût de la communication, le goût de se poser des questions et aussi d'être très autonome finalement, parce on peut travailler beaucoup seul, travailler en équipe, mais c'est vrai que ça nécessite certaines qualité de persévérance. Et puis, il y a la dimension... Alors, je vais passer sur la dimension administrative qui est très ennuyeuse. Qui n'est pas la plus intéressante, mais qui existe. Voilà. Ouais. Et puis, par contre, il y a aussi la dimension pédagogique, d'enseignement. Alors ça, c'est ce qui te plaît également, la pédagogie. Ouais. Et c'est vrai que je me suis retrouvée à travailler avec des enseignants à nouveau, puisque je suis formatrice à l'INSPE de Lorraine. D'accord. Et là, ce que j'aime, c'est, d'une part, c'est en fait de réfléchir à comment je vais transmettre mes recherches. Donc, parce que moi, je n'applique pas un programme tout fait, mais vraiment, mon métier consiste à trouver à travers l'enseignement, la pédagogie, des manières de vulgariser aussi mes recherches. Donc, comment je vais faire pour ça. Et puis, deuxièmement, le métier d'enseignant. Que j'ai découvert en fait aussi. Oui, finalement, oui. Voilà. Donc, je travaille avec des enseignants du primaire, du secondaire, et qui sont souvent d'ailleurs des adultes déjà très expérimentés. Je travaille plus en formation continue. Et ce que j'aime, c'est les échanges. C'est les échanges avec eux. Voilà. Donc, de pas du tout être dans une relation surplombante, verticale, tout à fait. Traditionnelle, mais vraiment de leur communiquer ma curiosité et mes questions. Et que eux, de leur côté, trouvent dans le cadre d'un master, un endroit bienveillant pour se questionner, pour voir vers où ils auraient aussi envie d'évoluer et pour peut-être renouveler aussi leur pratique pédagogique. Alors, qu'est-ce que tu cherches à leur transmettre plus particulièrement à ces enseignants? Alors, si on se fie à mes recherches, donc il y a la partie numérique d'abord. Moi, je travaille beaucoup sur les plateformes d'écriture et de lecture numérique. Et donc là, souvent, j'ai des enseignants qui viennent parce que finalement, ils se sentent obligés aussi des fois d'utiliser du numérique. Voilà. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils voient bien que leurs élèves, souvent, ont des pratiques que n'ont pas. En fait, ils sont leurs élèves très à l'aise sur TikTok, Instagram. Et ça leur procure une certaine crainte, en fait, à l'idée d'utiliser le numérique. Je pense qu'ils vont se ridiculiser, en fait, auprès de leurs élèves. Et puis aussi parce que l'institution pousse de plus en plus le numérique. Donc aujourd'hui, on innove à travers quoi? Le numérique. Et donc, c'est souvent présenté comme l'unique solution à tous les problèmes de l'école, comme si le numérique allait résoudre tous les problèmes d'inclusion. Or, ce n'est qu'un support. Voilà. Et en fait... je pense qu'il faut déplacer le problème. Et ce master que j'ai créé, j'ai vraiment refait toute la maquette pour qu'elle soit recentrée sur des questions de culture numérique et d'éducation aux médias, sur lesquelles peut-être je viendrai après. Mais l'idée là, c'est plutôt de se poser la question, non pas de comment je vais utiliser tel outil qu'on m'impose, mais comment je peux acquérir une culture critique face à cet outil. De même que les enseignants savent très bien choisir des manuels scolaires en papier. Tout à fait. Ça fait partie de leur ADN. Comment ils peuvent choisir un manuel numérique? Ils doivent se poser la même question pour le numérique, il n'y a pas de raison. Exactement. Donc, comment on peut développer ensemble, en fait, des outils, des méthodes pour évaluer ces objets, pour les réinsérer à travers aussi un cadre économique, idéologique, parce qu'il y a des entreprises qui sont derrière, des startups, de l'éducation, des éditeurs aussi qui cherchent à faire des choses. Donc, il y a tout ce nouveau panorama, cet écosystème de l'high-tech française qui, moi, m'intéresse de plus en plus et j'ai envie de travailler avec les acteurs de ce milieu et les enseignants pour finalement que les enseignants se sentent confiants dans l'appropriation de ces objets, se sentent aussi confiants dans la critique qu'ils peuvent émettre. Comment ils peuvent ces objets. En fait, à la création de ces objets et pas être juste là en simple spectateur ou utilisateur. À subir la chose. Exactement. Et alors, tu as été également, tu t'es occupée d'éducation aux médias. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que l'éducation aux médias, c'est aussi un axe très, très important de mes recherches. Mais c'est pas, en fait, c'est un petit peu comme le numérique.
c'est difficile aujourd'hui à l'école d'enseigner l'éducation aux médias, tout simplement parce que c'est dans les référentiels, mais ce n'est pas vraiment d'enseignants, à part peut-être les professeurs documentalistes qui sont chargés de s'en occuper, mais normalement c'est censé être un enseignement pluridisciplinaire. Et je pense que c'est comme ça que ça peut fonctionner. Or, aujourd'hui, on voit que ce sont surtout les professeurs documentalistes qui s'en emparent, ce qui est très bien. Mais peut-être que ce serait intéressant aussi de travailler plus la dimension collaborative avec d'autres enseignants, et puis aussi de travailler avec des enseignants du primaire, parce que souvent, c'est aussi compliqué de trouver la manière d'en parler des plus jeunes âges. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent de terrain en fait face à l'éducation média. Il y a aussi beaucoup de questions idéologiques qui sont aujourd'hui, si je vous dis éducation média, vous allez me dire cyberharcèlement, vous allez me dire fake news, donc c'est un peu les priorités actuelles, mais qui vont changer en fonction des événements de la société. Et alors que l'éducation média, ça devrait être un enseignement en temps long, qui ne dépend pas uniquement de l'actualité politique, qui devrait aussi poser la question de la réflexivité. Donc pour moi, c'est important aussi de réfléchir avec les enseignants à comment on fait pour trouver ensemble des manières d'éduquer aux médias, mais pas en utilisant des recettes toutes faites. Vous voyez, Et alors, je rebondis, tu es l'auteur chez Hachette d'un jeu qui s'appelle Semiocity, qui est un jeu de plateau qui est destiné à justement éduquer les collégiens et les lycéens aux médias et à l'information. En quoi consiste-t-il ce jeu? Est-ce que tu peux nous le rappeler rapidement? Et surtout, dans quel esprit l'as-tu conçu? Ce jeu, il a toute une histoire. Au départ, en fait, nous avions créé un collectif de chercheurs, de chercheuses, qui voulions travailler justement sur le renouvellement des méthodes d'éducation aux médias, et notamment à l'image. Notamment à l'image. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'images choquantes qui circulent, oui. Et c'est vrai que les plus jeunes ont du mal à les appréhender, à acquérir en fait une forme de réflexivité face à ces images. Donc l'idée, c'était de se dire finalement, on crée ce collectif de chercheurs pour trouver une manière d'aborder l'image qui soit autre que simplement quelle est sa légende, quel est son contexte, ou est-ce que cette image est vraie ou est-ce que c'est une fake news. Voilà. Parce qu'on peut aller plus loin que ça. Bien sûr. Et on est parti de l'idée que ce qui était finalement important aujourd'hui dans l'analyse de l'image, c'est aussi l'interprétation qu'on en fait. Donc c'est pas uniquement les codes de communication d'image, le point de vue du photographe, mais c'est aussi finalement le point de vue que nous, on va développer par rapport à telle image. Et pourquoi notre point de vue à nous, du spectateur, moi Nolwenn ou moi Pascal, va pas être forcément le même. Le même à partir d'une même image. Alors que l'image nous présente la même chose. La même chose, on va pas y voir la même chose. Et pourquoi? Donc c'est vraiment, en fait, on voulait pas poser la question du comment, mais plus celle du pourquoi. Et qu'est-ce qui fait que on a nos croyances, nos convictions, nos modes de socialisation, nos âges, etc., vont faire que chacun va avoir une opinion différente sur l'image. Tout à fait. Donc on a réussi à un appel à projet du ministère de la Culture. Donc ça s'appelle Interpréter les images chocs en temps de crise sanitaire. Ah oui, parce que ça s'est posé plus particulièrement au moment du Covid, effectivement. Exactement. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup d'images qui circulent. Et oui. Donc on a travaillé avec l'INSPE de Rennes à cette occasion, et aussi d'autres environnements, d'autres publics. Et c'est vrai que j'ai mis le master que je dirige à l'INSPE de Rennes, en fait, au cœur de ces expérimentations. Et donc, l'idée, c'était d'être sur une recherche-action. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on applique notre démarche auprès de ce public d'enseignants, donc une dizaine d'enseignants constitue la promotion. Donc, on teste avec eux toute une journée de réflexion autour on vous montre telle image et on va réfléchir au point de vue qu'on peut développer par rapport à cette image. Mais ensuite, vous, en tant qu'enseignant, qui vous êtes des spécialistes de la pédagogie, de la didactique, qu'est-ce que vous pouvez construire à votre tour comme scénario pédagogique que vous mettriez en œuvre dans vos classes? Et là, comme on avait des enseignants du primaire jusqu'au BTS, tout niveau,
on a développé une dizaine de scénarios pédagogiques qui ont montré que finalement cette démarche, elle marchait tout aussi bien depuis la maternelle. Jusqu'au BTS. Ouais, c'est ça. Voilà. Vous l'avez testé dans les classes Voilà, des enseignants ont testé, ont enregistré, même filmé, ont tiré des conclusions. Ensuite, on est en train de finaliser un livret pédagogique. Mais aussi, on avait intégré au projet l'idée d'un jeu autour de l'image. Et c'est avec ces mêmes enseignants de l'ISP de Lorraine qu'on a développé... Que le jeu a été conçu. Voilà. Sémiocity, donc. Sémiocity. Donc, sémio, pourquoi ? Parce qu'on travaille en sémiotique. Donc, la sémiotique, c'est la question du sens, en fait, de la signification. Et city, parce qu'on est sur différents environnements de la vie. Mais vraiment, ce qu'il y avait moi, j'ai trouvé d'extraordinaire dans cette expérience, c'est de voir tous ces enseignants qui se sont saisis de ce projet, qui ont travaillé de manière collaborative, qui ont eu aussi des cours de game design, ce qui était assez inattendu, on va dire. C'était nouveau. Totalement nouveau. Et sur 2 années, en fait, on a travaillé comme ça, jusqu'à rencontrer une éditrice de chez Hachette qui s'est montrée intéressée par le projet. Voilà, et qui a publié, donc. Exactement. Alors, pour conclure ce podcast, je t'ai demandé de choisir un livre. Alors, je sais que c'est dur d'en choisir un seul, mais donc, tu as réussi à en choisir un. Peux-tu nous dire quel est ce livre et pour quelle raison ? Oui, eh bien, donc effectivement, c'est compliqué pour les grands lecteurs, lectrices de que tu es, oui. Voilà. Mais j'ai repensé aux livres qui m'avaient les plus profondément marqué. Et moi, je suis une grande férue de voyage, mais aussi de littérature de voyage. J'en lis vraiment énormément. Et parmi les livres qui m'ont les plus marqué en la matière, c'est L'usage du monde de Nicolas Bouvier. Et pourquoi parce qu'en fait, je trouve que c'est un livre qui célèbre la flânerie. C'est vrai, oui. Le hasard des rencontres pendant les voyages. Donc cet esprit de curiosité permanente, cette ouverture sur le monde. Ouverture, oui. Aujourd'hui, on parle beaucoup de sérendipité. Je ne sais pas si vous connaissez connais pas le mot. Ce terme. C'est une expression qu'on utilise beaucoup pour décrire nos pratiques de flânerie sur Internet. Ah d'accord, de navigation un peu, oui, voilà. Comme ça finalement. Quand oui. vous cherchez quelque chose, vous cliquez, et puis 2 heures après, vous vous réveillez et vous réalisez que vous avez été un peu malgré vous, vous avez flâné sur Internet, mais vous avez appris plein de choses en fait. Et donc, il me semble que ce livre aussi vient illustrer cette sérendipité, c'est-à-dire le fait de se laisser aussi porter par la découverte, l'ouverture, les rencontres, les voyages. Exact. Et alors, tu as choisi également une citation pour illustrer ce podcast. Est-ce que tu peux me dire quelle est cette citation et pour quelle raison tu l'as choisie ? Alors, j'ai choisi une citation de Anaïs Nin, une écrivaine, diariste américaine, beaucoup de journaux intimes. Et donc cette citation, c'est « Nous ne voyons jamais les choses telles qu'elles sont, nous les voyons telles que nous sommes ». Et je trouve que cette citation, elle résonne bien avec le projet Sémiocity, avec toute la démarche qui est au centre de ce projet, puisque l'idée, c'est vraiment de dire que c'est nos points de vue qui façonnent la réalité, et qu'en tant que telle, en fait, la réalité n'existe pas. Voilà, elle n'existe qu'à travers le prisme de nous-mêmes, de nos points de vue, de nos histoires. Bon, je te remercie, Nolwenn, vraiment pour cet entretien très riche. Merci Au revoir. Beaucoup. Merci. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez les prochains podcasts Vocation Auteur sur le site Hachette Éducation et sur les plateformes de streaming.